Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors, ça a été une semaine politique vraiment, vraiment grosse. En fait, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une semaine, personne ne parlait d'élections au Québec, au Canada, et là, tout à coup, on est plongé potentiellement dans des élections fédérales à court terme, des élections partielles fédérales qui prennent une tournure beaucoup plus intéressante, et peut-être une partielle dans Terrebonne qui va devenir suivie dans tout le Québec. Que se passe-t-il? Alors, c'est une vraie Quel tempête. bilan fait-on cette semaine? C'est une vraie tempête politique qui nous a frappé. Puis la session n'est même pas commencée ni à Québec ni à Ottawa. Ben, d'abord, dans les dernières heures, la nouvelle super ministre du gouvernement Legault, Christine Fréchette, a été assermentée officiellement. Elle qui hérite des responsabilités du ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon, donc l'économie, l'énergie, la région de Montréal. Et M. Legault en a remis une couche aussi pour rassurer les Québécois qu'il n'y aura pas d'augmentation de tarifs résidentiels de plus de 3 %. S'il y a des augmentations à y avoir, ce sera davantage dans le commercial. Pour l'instant, bon, on comprend que Mme Fréchette aura énormément d'informations à absorber au cours des prochaines heures parce que l'étude donc de ce nouveau projet de loi concernant l'énergie, ça aura lieu au cours de la semaine prochaine. Et ils refusent de reporter. Ils auraient pu dire qu'on recommencera l'autre semaine, il n'y a pas d'obligation. Le gouvernement a le contrôle de l'agenda politique, mais là, ils veulent montrer dans le fond que le départ de Fitzgibbon ne change rien au cours des choses prévues. Exactement. On garde le cap. D'ailleurs, pas d'entrevue accordée tant pour Mme Fréchette que pour M. Roberge aussi, qui hérite de davantage de responsabilités. En fait, pas d'entrevue avant une bonne fin de semaine de lecture, m'a-t-on expliqué. Oui, quelques lectures de chevet. Je te fais entendre d'ailleurs la nouvelle super ministre du gouvernement, Christine Fréchette. Alors, je vais me mettre rapidement au travail. J'ai dit à mon conjoint de m'oublier pour la fin de semaine. On a dès mardi prochain une commission parlementaire qui débute. Alors, je vais arriver préparée pour accueillir les groupes au sujet de ce projet de loi très important. Oui, parce que ils vont l'attendre, entre autres, les libéraux l'attendent avec une brique et un fanal. Oui. Oui. Puis, il y en a qui ont demandé le retrait du projet de loi et ça risque de devenir un projet de loi qui va être... qui va devenir un peu symbolique, là, où l'opposition va vouloir montrer que la CAQ s'est plantée, puis s'est plantée avec Fitzgibbon, mais c'est quand même une ministre, autant je trouve que c'est des grosses chaussures à remplir que celles de M. Fitzgibbon. Parce que Mme Fréchette, on dit, elle a un profil économique, elle a été présidente pendant 5 ans de la Chambre de commerce de Montréal, elle a joué toutes sortes de rôles, elle a étudié en administration, mais elle a joué des rôles, on va dire, dans des organismes à vocation économique. Et qu'on me pardonne, mais moi, je fais une différence entre ça, puis je méprise pas ça. Ce sont des rôles extrêmement importants, stratégiques, qui peuvent aider au développement d'une région. Elle n'a jamais géré des millions, des dizaines de millions. Elle n'a jamais fait de transactions de dizaines ou de centaines de millions. Pierre Fitzgibbon avait fait ça toute sa vie. Là. Il est rentré en politique à haut de 60 ans, là, puis il avait passé sa vie à gérer, à être responsable dans des compagnies de grosses organisations, transactions. On se le cachera pas, là. Dans le monde des affaires, dans le monde des gros joueurs du monde des affaires, ça t'attire pas le même niveau, on va dire, de crainte ou de respect. C'est sûr qu'elle, dans le monde des affaires, on va la regarder comme une ministre. Je pense qu'on va la respecter parce que c'est une femme intelligente puis qui attire le respect. Mais on la verra pas comme une sommité. On faisait des farces avec les deals, puis le mot deal avec Fitzgibbon, mais c'était des farces puis ça n'en était pas. Là. C'était un gars qui avait passé sa vie à faire des deals. Quand il arrivait à une table où le Québec était un des joueurs pour faire un deal, il voyait passer à la balle. Là. Il savait ce qui se passait, puis il savait ce qui était raisonnable, ce qui était trop cher ou pas trop cher, enfin. Mais je trouve qu'on lui en donne beaucoup. Là. Déjà que l'énergie avec la commission parlementaire va être un ministère énorme, plus l'économie, plus Montréal, puis je veux dire, Alexandre, regarde l'état de la ville. Là. Il y a 2-3 enjeux. Ministre responsable de Montréal, là, c'est déjà une grosse job. Bon, parlant de job à temps plein, il y a des inquiétudes aussi concernant le milieu de l'immigration. C'est dans Le Devoir ce matin qui voit un peu l'arrivée de Jean-François Roberge, parce que Jean-François Roberge hérite des responsabilités qui étaient avant occupées par Mme Fréchette, donc l'immigration, mais il garde aussi les relations canadiennes et la francophonie. Ben, le milieu de l'immigration se dit, coudonc, on va-tu avoir un ministre à temps partiel? Il y a des inquiétudes actuellement. Il y a entre autres, un directeur là, de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes qui dit, ben, l'immigration, on a peur que le dossier ne reçoive pas toute l'attention que le dossier mérite. C'est un ministre à temps partiel. On avait été bien servi avec Mme Fréchette. Et
Jean-François Roberge aussi a brièvement commenté, parce qu'il n'y a pas eu, comme on le disait d'entrée de jeu, il n'y a pas eu d'entrevue, il n'y a pas eu de période de questions. Sur le fond, c'est une déclaration. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui à vous présenter. Mais voici la vision de Jean-François Roberge et quelle sera sa priorité. On n'a pas terminé de convaincre Ottawa, mais on ne lâchera pas le morceau. C'est inacceptable de voir le nombre d'immigrants temporaires qui sont sur le territoire québécois en ce moment. On travaille très, très fort pour les convaincre de l'évidence, c'est-à-dire une réduction drastique de ce nombre-là. Mais on se comprend que François Legault, quand il donne ce dossier-là à Jean-François Roberge, c'est un ministre de l'aile nationaliste de la CAQ, certains diront de l'aile quasi-souverainiste de la CAQ, qui est un ministre qui est aussi responsable de la langue française, qui est responsable des relations avec Ottawa. Là, il ramasse l'immigration. Donc, tu sais, ça se tient, là, parce que l'immigration, c'est la francisation, c'est le français. L'immigration, c'est un dossier où une grande partie du dossier doit être discutée avec Ottawa. Sauf que Mme Fréchette, même si sur la place publique, elle attaquait Ottawa, mais elle attaquait Ottawa souvent avec des chiffres, elle attaquait Ottawa avec des faits, pas de demande. Puis ce que je comprends, c'est que hors des ondes, là, avec Marc Miller, c'était quand même poli et courtois, puis il travaillait. C'est que, disons, une ministre plus collaboratrice avec Ottawa, même si son chef sur la place publique jouait les gros mots. Je pense plus qu'on attend ça de Jean-François Roberge. Là. C'est comme si Jean-François Legault, dans le fond, il envoie un boxeur face à Ottawa pour la suite des choses. Pour le meilleur et pour le pire, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les milieux de l'immigration qui créent un ministre à temps partiel, sincèrement, en tout respect, je pense qu'ils ont la mauvaise crainte. Je pense que ça va devenir son gros ministère. Les 3 ministères sont complémentaires. Je pense pas qu'ils vont vivre un manque de temps. Si j'avais une crainte, ce qu'on a vu à l'éducation, Jean-François Roberge est un ministre avec de bonnes orientations. Moi, j'aimais ses orientations en éducation. Mais c'est un ministre qui manquait de minutie. Ce qu'on a tellement souligné de Christine Fréchette, pourquoi on la trouve bonne, une personne minutieuse, studieuse, c'est pas juste de dire moi j'ai une grande orientation, je veux que le paquebot parte dans telle direction. Non. Je veux que le paquebot parte dans telle direction, mais j'oriente le gouvernail là, au 10e de degré près, là, tu comprends? Puis je m'assure que sur le paquebot, chacun des matelots sait ce qu'il a à faire, parce que c'est une chose de dire, de tendre le bras. On s'en va par là, à gauche, à droite, à bord, à tribord. Mais c'en est une autre dans l'exécution, de faire arriver ça, dire là, sur tout le paquebot, là, tout est fait pour que le virage se prenne bien en douceur. Et je pense qu'il y a des moments où on a senti que Jean-François Roberge pointait dans la bonne direction, ce qu'on devait faire, mais que dans l'exécution, ça manquait de soin. Ça manquait du côté minutieux de le faire atterrir. Et c'est ça, je pense qu'on devrait craindre dans le monde de l'immigration, surtout qu'on a été gâtés avec une Christine Fréchette là, très, très, très soucieuse du détail. Et le départ de Pierre Fitzgibbon va créer une élection partielle dans Terrebonne et très rapidement, Paul Saint-Pierre Plamondon a voulu planter son drapeau, si tu veux, dans la circonscription. On sait que les péquistes étaient réunis du côté de l'Abitibi, à Rouyn-Noranda. Et là, l'autobus, parce que moi, je suis originaire de là, donc on a parcouru en 6-7 heures. On s'est dit, on revient en ville, mais on s'en va à Terrebonne. On fait un rassemblement dans le vieux Terrebonne avec une centaine de personnes à peu près. Et déjà, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une demande à François Legault, parce que selon la prérogative du premier ministre, il a 6 mois à partir du moment où il y a une démission pour déclencher une élection partielle. Paul Saint-Pierre Plamondon, je te confirme qu'il ne veut pas attendre 6 mois. Écoute-le. J'ai pas la prétention d'être un Top Gun, mais on a tous la prétention d'avoir à cœur ce qui se passe à Terrebonne, et il nous est donc donné un super beau défi, celui de vous représenter à l'Assemblée nationale. Ouais. Il y en a plusieurs des Québécois qui sont prêts à tourner la page pour un nouveau chapitre. Un chapitre avec des gens motivés. Nous, au Parti québécois, on manque pas de motivation pour Terrebonne. Par respect pour les gens de Terrebonne dont vous êtes, il faut déclencher l'élection partielle le plus rapidement possible. Ouais. Il y a des petits clins d'œil. C'est un excellent discours. Et c'est un clin d'œil habituel. Là. Quand tu es dans l'opposition, tu penses pouvoir gagner une partielle, tu la réclames le plus vite possible, montrant que tu t'intéresses à ce que la population soit bien représentée. Tout est bon pour Paul Saint-Pierre Plamondon à une nuance près. C'est que le Parti québécois est le champion, toutes catégories confondues. Jamais un parti n'a eu autant de démissionnaires. Là. Quand le Parti québécois était au pouvoir à toutes les époques, ça démissionnait parce que ça s'entendait pas sur la souveraineté, sur l'orientation. Et donc, des élections partielles, ils en ont créé.
Et dans la grande majorité des cas, ils les ont tenus à la dernière semaine que la loi permettait. Là. Fait que lui, bel enthousiasme. Il était pas là à l'époque, donc il n'y a pas... Mais je veux dire, ça, si on prend l'historique de son parti, écoute, le PQ en a généré des élections partielles par des démissions, une, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et mon souvenir, c'est qu'il est déclenché généralement à la dernière minute. Actualité. Est-ce qu'on va se retrouver en élection au fédéral cet automne? C'est pas une possibilité qui nous semblait réaliste, du moins il y a quelques jours à peine. Or, coup de théâtre cette semaine, Jagmeet Singh et le NPD ont déchiré l'entente, mettre fin au mariage avec les libéraux qui maintenaient au pouvoir Justin Trudeau et ses troupes. On avait hâte d'entendre les explications de M. Singh, parce qu'on était plusieurs à se questionner sur le moment pour déchirer une telle entente. Jagmeet Singh donc a rencontré la presse du côté de Toronto. Et en résumé, il a dit que Justin Trudeau avait abandonné les Canadiens, mais il se laisse la possibilité à la pièce de voter du même bord que le gouvernement. Et c'est là que Pierre Poilievre, possiblement, va sauter à pieds joints là-dessus. Voici d'ailleurs les commentaires, les explications de M. Singh, suivies de la réaction de Justin Trudeau. Justin Trudeau a prouvé à maintes reprises qu'il n'est pas capable de se tenir debout devant les PDG. Je n'ai pas peur de déclencher une élection. Comment on fait pour éviter des élections dans les prochaines semaines? Écoute, nous, on va rester concentrés sur le travail qui doit se faire pour livrer pour les Canadiens. Je sais que le NPD est un peu plus préoccupé par des jeux politiques maintenant. Des jeux politiques, ça a l'air de ça. Je dois donner raison à Justin Trudeau. Mais moi, j'ai accroché hier d'abord sur le discours de Jagmeet Singh qui n'a pas expliqué son geste. Il l'a expliqué en disant... Avec des généralités. Ouais, Justin Trudeau, c'est un ci, c'est un ça. Ouais, mais à ce compte-là, si tu penses ça de Justin Trudeau, c'était vrai le mois passé, pourquoi tu l'appuyais? Et pourquoi tu considères, si vraiment il est mauvais en tout point, qu'il est à la solde des grosses compagnies, mais, je veux dire, techniquement, tu devrais être dans la même position que Pierre Poilievre, il faut le débarquer de l'eau plus vite. Je veux dire, c'est difficile à comprendre. Et j'ai été déçu et abasourdi par le discours qu'a livré hier Jagmeet Singh. Et qu'on me comprenne bien, je suis pas à gauche, je suis plus à droite, mais je suis capable, quand Gabriel Nadeau-Dubois fait un discours politique, je suis capable d'en apprécier l'intelligence, de dire, écoute, moi, c'est pas comme ça que je vois les solutions aux problèmes nécessairement, je suis pas nécessairement d'accord, mais je vois un gars brillant, ça se tient, c'est raffiné, c'est réfléchi, tu comprends? Oui, tout à fait. Hier, sincèrement... Tu sais, quand tu me dis, les grosses compagnies, les PDG, t'es écœurant. Nous autres, on va défendre les pauvres contre les riches. C'est un ramassis de clichés. C'est un ramassis de clichés, c'est le bon mot. Et de clichés, je disais hier au bulletin TVA, mettons que tu donnes à un étudiant de cégep qui a une faible culture politique, qui commence ses premiers cours de sciences politiques, fais-nous le discours de quelqu'un de gauche, là, tu sais. Il va te bâtir, c'est ça qu'il va te dire. Il va te bâtir, les riches, puis les grosses compagnies, puis on veut pas être à la solde des grosses compagnies. Puis tu dis, ouais, mais il faut être, tu sais, pour ton cours 2, ça c'est correct pour le cours 101, mais pour le 201, il va falloir que tu raffines ça d'une coche, il va t'amener ça un peu plus loin, là. Tu sais, t'as la note de passage pour le... Mais là, t'as un chef politique qui dit vouloir, dans le même discours, vouloir devenir premier ministre du Canada, puis qui te rabâche des généralités plates comme ça. Il est mal conseillé, quoi. Ben moi, je trouve qu'il y a la pire semaine politique de sa vie. Moi, je trouve toute cette semaine, je trouve que c'est un gros désastre. Tu sais, l'entente, puis il y avait une logique d'aller chercher des choses, puis... Mais je trouve que, tu sais, à la limite, s'il avait déchiré sa chemise le lendemain là, de Via-Rail, pas de Via-Rail, mais du CN et du CP, là, on aurait dit, OK, il joue ses cartes, il va aller chercher les travailleurs syndiqués. Mais là, il a fait ça d'une façon... Puis il n'a jamais expliqué pourquoi, cette semaine, il pogne le mort aux dents. Pourquoi Justin Trudeau est à la solde des PDG cette semaine. Il y a 2 partiels. Mais la semaine... Ouais, mais là, tu comprends. Est-ce que tu changes toute ta stratégie pour 2 partiels? En fait... As-tu vu des chiffres puis il panique? Ben, ça peut être la possibilité. Ou encore, l'autre possibilité, c'est que dans son caucus, c'est la zizanie. Là. Les députés n'en peuvent plus de cet appui constant aux libéraux, puis que... Mais encore là, tu sais que son leader parlementaire, la veille, a donné une entrevue, je pense que c'est dans l'Ouest canadien ou en Ontario, son leader parlementaire a donné une entrevue la veille, puis il a dit, d'ailleurs, cette entente avec les libéraux, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour de notre caucus la semaine prochaine, parce que les néo-démocrates ont un caucus la semaine prochaine. Fait que t'as un député qui dit, on a mis ça à l'ordre du jour de notre caucus la semaine prochaine, puis le lendemain, le chef déchire l'entente. Ça veut dire qu'il n'a pas consulté son caucus. Écoute,
toute cette affaire-là est vraiment très, très, très association étudiante dans la gestion, là. Économie. C'est une proposition qui avait fait les manchettes. Alimentation Couche-Tard qui voulait donc mettre la main sur l'imposante chaîne de dépanneurs 7-Eleven du géant japonais 7-Ei Holding. On a la réponse donc du géant japonais qui juge que l'offre est largement sous-évaluée et même opportuniste pour l'entreprise québécoise. Donc, par contre, on a gardé la porte plutôt ouverte en disant, on est ouvert à des discussions sincères si vous présentez une offre qui est à la hausse. L'offre, on la connaît maintenant. C'est 14,86 par action. Ça représente 39 milliards. C'est la valeur marchande de 7-Ei. C'est une offre qui avait été déposée le 19 août dernier. Mais c'est quand même, on avait parlé aussi de la façon particulière de faire des affaires avec des Japonais, d'y aller un petit peu avec des pincettes, des gants blancs pour pas offusquer. Bon, est-ce que cette transaction-là verra le jour, Marion? On verra bien. Mais la première offre est refusée. Moi, j'ai pas vu un seul analyste financier dire que l'offre avait l'air insuffisante. Au contraire, les gens disaient, c'est une bonne logique de croissance, mais il paye cher. Les gens trouvaient... Tous les analystes que j'ai entendus disaient, Couche-Tard paye cher pour les 7-Eleven. Ouais. Est-ce qu'ils vont être prêts à en rajouter? Parce qu'essentiellement... C'est un peu ce qu'ils disent là, présentement. Ils disent non, mais comment tu nous offrirais de plus, mettons, pour que... Fait que là, est-ce qu'ils vont être prêts à en rajouter ou ils vont dire, passer un certain seuil, cette transaction mérite même plus d'être faite, c'est que la balle va être dans le camp de Couche-Tard. Parlant de dépanneurs, c'est ça. Restons dans le domaine des dépanneurs. Saviez-vous qu'en Ontario, il n'était pas possible jusqu'à tout récemment, en fait, jusqu'à hier, de pouvoir vendre de la bière, du vin et des cocktails prêts à boire dans les dépanneurs. Ah ouais. C'était pas possible. Moi, la commission des liqueurs? J'ai habité longtemps en Ontario et jusqu'à tout récemment, tu avais deux options essentiellement. Tu avais la LCBO, qui est l'équivalent de la SAQ ici, et une chaîne privée qui s'appelait les Beer Stores. Oui, les Beer Stores, c'est ça. Les Beer Stores qui seront compensés d'ailleurs à la hauteur de 225 millions. De cette nouvelle directive-là du gouvernement qui autorise à peu près 4000 dépanneurs en Ontario, puis là-dessus, il y en a 300 qui sont à Toronto, qui peuvent maintenant vendre de la bière, du vin et des cocktails. Il y a quand même des règles, même si le dépanneur est ouvert 24/7, il y a une plage horaire où on va pouvoir acheter de l'alcool, c'est de 7h à 23h. C'est pas mal comme au Québec, là. Oui, il y a beaucoup... L'Ontario se québécise. Depuis, puis on qualifie même que c'est si on veut, le plus gros changement depuis la prohibition en ce qui concerne l'alcool. Et là, qu'est-ce qu'il y aura comme impact sur les prix? Il y a plusieurs experts qui s'attendent à des prix même plus élevés dans les chaînes comme maintenant des chaînes de dépanneurs en Ontario. À suivre. Ouais. Et à la culture, c'est un méga événement populaire qui s'amorce en fin de semaine. Mais les prêts à boire sont utiles d'ailleurs. Oui. La bière aussi. Ah, tout est possible au Festival Western de Saint-Tite, 56e année. Il faut dire que ça a commencé avec plusieurs tuiles. On parlait de la 55, un tronçon qui était fermé. Mais les gens ont vraiment craint ça. L'autoroute 55, dit pas l'autoroute 55, la congestion est déjà terrible. Là. Oui, puis il n'y a pas de temps. Oui, il y a quelques options pour se rendre à Saint-Tite, mais quand même, c'est des routes secondaires souvent. On parle de congestion à Montréal. On vit la même chose dans le coin de Saint-Tite quand il y a le Festival Western. Donc là, que la 55 soit rouverte, alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Rouverte genre aujourd'hui, hier. À partir de ce matin. Ce matin, c'est juste. Oui, juste avant. Là. Donc ça, c'est un soupir de soulagement. Il y a par contre un avis d'ébullition qui est encore en cours. Donc là, ils ont dû se rapatrier en eau embouteillée et il y a une citerne d'eau de 30 000 litres qui est là. Et ils savent pas quand l'avis sera levé. Mais pour l'instant, il y a avis d'ébullition. Ils sont pas inquiets. Là. Ils ont tout mis en place pour ça. Mais ça fait quand même partie des éléments qui ont eu de la difficulté à contrôler. Au fait, c'est pas de leur ressort. En chiffres, Meister, le Festival Western de Saint-Tite, c'est plus de 700 000 visiteurs. À Saint-Tite, il y a à peu près 4 000 habitants. C'est fascinant, puis on dirait qu'on l'oublie. La plupart des visiteurs viennent de l'extérieur de la Mauricie. En moyenne, les festivaliers passent 3,7 jours là-bas. C'est quand même beaucoup parce que si vous êtes déjà allé... Énormément en VR, avec leur VR. VR, c'est 10 000 VR quand même. Ça me fascine. Êtes-vous déjà allé à Saint-Tite? Oui.
Oui. Moi, je suis jamais allé, mais depuis que je suis vraiment très, très fan de la série Yellowstone, Oui. j'ai comme envie d'aller à Saint-Tite, C'est d'aller hot. m'acheter un chapeau de cow-boy puis des bottes. Ça ressemble à rien d'autre. J'ai jamais vu quelque chose d'autre qui Mais ressemble moi, à ça j'ai dans ma vie. animé de Saint-Tite. Hey, c'est vrai, Il y a LCN, quelques oui, années, je me rappelle. LCN, on avait déplacé un plateau sur les terrains du festival, puis j'avais sorti mon émission, l'équipe en régie à Montréal, mais nous, c'est un pupitre là, qui était installé temporaire dans le festival, dans un petit chapiteau dans le festival de Avais-tu Saint-Tite. ton kit de cowboy? Non, Yo! je suis pas très Comment? cowboy. Non, mais J'aime les chevaux, par là-bas, exemple. là, tu peux t'imprégner de la vibe, comme on dit en bon québécois. Nous, le bulletin de TVA Trois-Rivières, c'était J'étais en fait de jeans. là-bas. Ah ben, c'est Ah, pas c'est pire. déjà ça. C'est pas pire. Mais le chapeau, les bottes, même si vous écoutez du métal, là, ça fait partie de la patente. 100 heures de danse en ligne durant ce festival. Est-ce que vous seriez des amateurs de danse en ligne? C'est incapable d'apprendre ça. C'est Non. tellement Non plus. difficile. Là. Pourquoi? Oui, non, moi, je décroche au deuxième mouvement. On Ben, dirait parce que mon vous n'avez cerveau pas le veut sens du rythme. Ouais, moi j'ai zéro Ouais, rythme. moi non plus, puis je danse pas très bien. Mais c'est ça qui est le fun. J'aimerais mieux réapprendre le calcul intégral que faire de la danse. c'est vrai. Et c'est plus facile que la danse. C'est plus facile que la danse en ligne. Oh ouais. mon Dieu. Il y a à peu près 75 000 spectateurs qui vont voir les spectacles. Et la journée de travail pour un rodéo, là, pour les bêtes qui participent au rodéo, combien de temps vous pensez? 8 secondes. Ok, Que tu tiens, ouais, tu dis que tu tiens sur le... Les bêtes qui font les rodéos, Le taureau. là, leur journée de travail, là, ces bêtes-là, c'est 8 secondes. Ils font un rodéo par jour, ça dure 8 secondes max, c'est terminé d'eau, pépito. Ah ouais. Ouais. Retourne en congé. Retourne en congé. Et dans les programmations musicales, on a parlé en début de C'est-tu la semaine. CSN, leur syndicat? Je sais pas. En tout cas, c'est bien drillé, comme on dit en bon québécois. Programmation médicale. Seigneur, c'est vendredi. Programmation musicale, Sandrine Hébert, Manon Bédard, qui est très connue là-bas. Il y a Francis Grandpire, qui est une étoile montante du country, qui a fait la voix, entre autres, qui va donner le ton aujourd'hui à la programmation. Les loups sont dehors et les moutons se cachent. Les deux pieds dans l'eau, mais la mire à bonne place. Bang, 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 come on now. Ça donne envie d'y aller. Ça commence aujourd'hui. Et Hi-ha. finalement, au sport, parlant de ce qui commence, ben, la NFL a commencé ses activités hier. Avec une victoire des champions en titre, les Chiefs de Kansas City, 27-20 contre les Ravens de Baltimore. Les Ravens pensaient bien s'être rapprochés des Chiefs dans les Avoir dernières créé l'égalité, secondes. là, hein? Ouais, c'est ça. Mais finalement, bon, l'ailier rapproché des Ravens était tellement dans le fond du terrain qu'il était juste un petit peu trop dans le fond. Longue d'orteil, le des bout fois, du là, soulier. le bout de soulier fait la différence. Et avant que tu me poses la question, Isabelle, oui, Taylor Swift était présente. Ah, ça, c'est le fun, parce qu'on n'a jamais autant parlé de ça grâce à elle.